Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Vous le savez, c'est votre rendez-vous. On se retrouve ensemble comme tous les lundis sur la chaîne YouTube de Cryptos pour débriefer de toutes les principales actualités du marché des cryptos. Et au programme, cette semaine, c'était évidemment relativement calme à l'approche des fêtes de Noël, mais on a eu quand même droit à quelques grosses actualités, notamment du côté de Sam Bankman-Fried, l'ex-PDG de FTX. On reviendra ensemble sur son extradition aux États-Unis et sa remise en liberté sous caution. On parlera aussi de Binance, la plus importante plateforme d'échange de crypto au monde. Qu'est-ce qu'il se passe actuellement chez Binance? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de FUD autour de cette plateforme? On reviendra ensemble dans le détail là-dessus. Et puis tout un tas d'autres actualités, notamment du côté d'Ethereum qui actuellement aussi fait face à quelques tourmentes. Bref, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti! C'était certainement la grosse actualité de cette semaine. Elle concernait Sam Bankman-Fried, l'ex-PDG de FTX, qui a finalement été libéré. Il a obtenu sa libération sous caution contre la somme de 250 millions de dollars. Autrement dit, actuellement, il est aux États-Unis, chez ses parents, en liberté et en attente de son procès. Alors, on va retracer ensemble le fil des événements. On est lundi dernier et Sam Bankman-Fried, qui est encore aux Bahamas, réitère sa demande de libération sous caution. Sauf que les autorités des Bahamas lui refusent une nouvelle fois et lui demandent de signer son accord d'extradition pour être envoyé aux États-Unis, ce qu'il refuse également pour la troisième fois d'affilée. Et finalement, énième rebondissement dans cette affaire après plusieurs contestations, SBF semble se résigner et il signe finalement lundi dernier son accord d'extradition vers les États-Unis. Toutefois, ce qu'on apprend selon son avocat, c'est que SBF ne devrait pas se voir accepter une libération sous caution aux États-Unis et qu'il devrait rester en détention. On apprend même qu'il serait transféré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn ou même dans une prison en périphérie de New York en raison de la surpopulation de cette prison. Et vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête finalement pas là. On l'apprend mercredi dernier. Un juge new-yorkais a finalement accepté de libérer Sam Bankman-Fried sous caution pour la modique somme de 250 millions de dollars. Autrement dit, l'homme qui est à la tête de l'un des plus gros scandales de l'histoire des crypto-monnaies est actuellement libre en attente de son procès. Tandis que sa fortune était estimée à 32 milliards de dollars en début d'année, l'ancien PDG de FTX avait annoncé n'avoir plus que 100 000 dollars de disponibles à la suite de la faillite de la plateforme. Autrement dit, une partie de sa caution a été prise en charge par ses parents, notamment grâce à la vente d'une maison située en Californie et estimée à 4 millions de dollars, et par deux autres personnes décrites comme ayant un nombre d'actifs considérable, mais à l'heure actuelle encore inconnu. Cette libération, dont le prix est évidemment démesuré, a été qualifiée par les procureurs comme la plus importante caution jamais donnée, jamais virée pour être libéré avant un procès aux États-Unis. Toujours est-il que SBF est actuellement visé par 8 chefs d'accusation différents et il risque jusqu'à 115 ans de prison. Son procès, en tout cas sa première audience, se déroulera le 3 janvier prochain. Et en attendant, il est donc chez ses parents aux États-Unis avec un bracelet électronique suivi de près évidemment par les autorités. Par ailleurs, si l'affaire FTX vous intéresse, je vous invite à consulter notre vidéo à ce sujet dont le lien s'affiche en haut de l'écran. Une vidéo complète dans laquelle Valentin retrace tous les éléments qui ont amené à la chute de l'empire FTX, de l'empire de Sam Bankman-Fried, comment la deuxième plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde s'est effondrée et qu'est-ce que ça implique pour l'avenir. Et on enchaîne en parlant d'une autre plateforme d'échange de crypto-monnaies. En effet, depuis la chute du géant FTX, la confiance envers les plateformes d'échange de crypto-monnaies centralisées s'est littéralement effondrée et Binance, qui est la première plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, n'est évidemment pas épargnée. En effet, Binance fait actuellement face à une tempête médiatique entre les récentes révélations de l'agence de presse Reuters au sujet de cette enquête judiciaire qui vise actuellement Binance et son PDG Changpeng Zhao, mais également la remise en cause de sa solvabilité, mais aussi de son audit de preuves de réserve. Bref, Binance souffre actuellement de la mauvaise réputation de FTX. Autrement dit, actuellement, Binance fait face à ce qu'on appelle le FUD. Alors le FUD, ce sont ces rumeurs qui circulent et qui sont parfois infondées, parfois basées sur des faits réels qui sont partagés sur les réseaux sociaux ou encore dans certains médias spécialisés. Ce FUD entretient ce sentiment de panique autour de la plateforme, ce sentiment très négatif. Pour vous donner un exemple, vous vous en souvenez très certainement, il y a un petit peu plus de 2 semaines, Binance avait fait face à des retraits massifs, plus d'1 milliard de dollars en l'espace d'une journée seulement. Et face à ces retraits massifs, Binance avait été dans l'obligation de suspendre les retraits en stablecoin USDC. Alors évidemment, vous vous en doutez, ça avait créé un vent de panique énorme auprès des investisseurs qui croyaient que Binance pouvait potentiellement subir le même sort que la plateforme FTX quelques semaines auparavant.
Sauf qu'en réalité, ces problèmes techniques étaient tout à fait explicables. En fait, Binance, pour réaliser de gros virements entre stablecoins, devait passer par une banque qui était localisée à New York et qui, le week-end, était évidemment fermée. Autrement dit, dès le lundi, Binance avait pu rétablir les retraits en stablecoin USDC. La situation s'était calmée et d'ailleurs, sur cette même semaine, Binance avait vu plus de 3,5 milliards de dollars fuir les comptes de ses clients sans qu'il y ait aucun problème technique majeur, ni même aucun problème technique du tout. Alors évidemment, vous vous en doutez, énormément de rumeurs circulaient déjà au sujet de Binance, au sujet de son insolvabilité, du fait que la plateforme pouvait potentiellement s'effondrer. On entendait même déjà parler des risques de contagion au niveau du marché des crypto-monnaies. Bref, c'est ce qu'on appelle littéralement du FUD et ce FUD n'était véritablement pas isolé pour Binance. Il y a eu plein de sujets sur lesquels la plateforme était pointée du doigt dans l'espace de cette même semaine. Et depuis la chute de FTX, Binance multiplie les efforts pour prouver sa stabilité financière. D'abord en créant un fonds d'urgence commun avec d'autres entreprises qu'elle a alimenté à plusieurs reprises. Ensuite, en rendant publiques les adresses des portefeuilles sur lesquels elle détient les crypto-monnaies de ses clients. Et enfin, en réalisant un audit de sa preuve de réserve afin de prouver qu'elle détient bien les bitcoins de ses clients. Sauf que voilà, la société qui a réalisé l'audit, qui s'appelle Mazars et qui est très réputée à l'international pour son expertise justement dans ce domaine d'activité-là, a finalement supprimé la page sur laquelle elle hébergeait le rapport d'audit de Binance avant d'annoncer quelques heures plus tard qu'elle arrêtait toute collaboration avec des clients dans l'industrie des crypto-monnaies. Autrement dit, rien qui n'aille dans le sens de Binance. Vous vous en doutez, c'était le début d'une nouvelle vague de FUD autour de la plateforme. En effet, si Mazars supprime son audit, c'est certainement que celui-ci était soit faux, soit falsifié. Mais pour aller encore plus loin, c'est que ce qu'il y avait derrière, à savoir la preuve de réserve de Binance, était elle-même fausse. Et donc, pour aller encore plus loin, eh bien, ça signifiait potentiellement que Binance pouvait être insolvable. Et donc, c'est ce genre de rumeur qui s'est à nouveau mis à circuler à la fois sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Sauf que, heureusement, et nous avons traité cette actualité la semaine dernière sur Cryptost, la firme CryptoQuant qui est spécialisée dans les analyses de données on-chain, donc des données qui se situent sur la blockchain, des données qui ne mentent pas, a publié un dossier sur les preuves de réserve de Binance. Et donc, ce qu'il en ressort, c'est que leurs analyses coïncident à 97% avec la preuve de réserve de Binance. Et s'ils comptent les bitcoins qui sont prêtés par Binance aux utilisateurs, on atteint bien le chiffre de 101%. Donc comme le dit Binance, leurs réserves sont surcollatéralisées en bitcoin. Et par ailleurs, selon les dires de CryptoQuant, Binance n'a rien à voir avec FTX, tant dans le comportement de ses réserves que dans son exposition à son propre jeton. Binance détient à peine plus de 10% de sa trésorerie en BNB. Et après quelques jours de calme, on pensait que la tempête était enfin passée pour Binance, mais pas du tout. En effet, la semaine dernière, la plateforme s'est retrouvée visée par plusieurs plaintes déposées par des utilisateurs français. En effet, cette actualité a été rapportée par nos confrères de Mediapart qui expliquent que 15 investisseurs auraient déposé plainte contre la plateforme d'échange Binance et les accusations sont assez lourdes. Violation du monopole des prestataires de services sur actifs numériques, donc le PSAN, pratique commerciale trompeuse et recel d'escroquerie. L'accusation de Binance, elle porte sur un fait important, c'est l'enregistrement de la plateforme auprès de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, en tant que prestataire de services sur actifs numériques, donc PSAN. Ce qu'il faut savoir, c'est que Binance avait démarré les démarches pour pouvoir être enregistré en tant que PSAN à partir de décembre 2020. Toutefois, elle n'a obtenu que le fameux sésame en mai 2022. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que les entreprises qui ne sont pas PSAN n'ont pas l'autorisation de faire la promotion de leurs services et de leur activité auprès des utilisateurs français et sur le territoire français. Et c'est l'un des points les plus importants soulignés par ces 15 investisseurs français qui se sont ligués pour porter plainte contre Binance. Capture d'écran à l'appui, ils ont prouvé que la plateforme avait continué de faire la promotion de ses services alors qu'elle n'avait pas encore l'enregistrement PSAN. Et ce qui sera débattu principalement, c'est l'existence de ces fameux groupes communautaires, notamment le groupe Telegram Binance French, dans lequel il y a énormément d'utilisateurs français et dans lequel Binance parle en français. Alors est-ce que ça fait de ça de la publicité? C'est justement sur ce point-là que Changpeng Zhao se défend. Il explique: Binance n'a pas fait de promotion en France avant d'être autorisé à le faire. Les groupes Telegram sont simplement des forums communautaires mondiaux que n'importe quel utilisateur de Telegram peut créer ou rejoindre volontairement. Bref, l'idée n'est évidemment pas de tirer des conclusions sur Binance, ça n'est absolument pas notre rôle. Notre rôle est de rapporter les événements de manière totalement factuelle. Alors il y a évidemment des points sur lesquels ce FUD est injustifié, il y a d'autres points noirs sur lesquels Binance doit travailler si elle souhaite retrouver la pleine confiance de ses utilisateurs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que
C'est dans ces périodes compliquées pour le marché des crypto-monnaies que le FUD et la panique peuvent se répandre de manière très facile. La conclusion est plutôt de ne pas tomber dans ce FUD et de rester le plus objectif possible. On enchaîne avec une actualité majeure de cette fin d'année. Core Scientific, qui est l'une des plus grosses entreprises de minage de Bitcoin au monde, vient d'effectuer sa demande de mise sous la protection du chapitre 11 de la loi des États-Unis relatif aux faillites, autrement dit une demande de mise en faillite. Pour rappel, Core Scientific, c'est quand même 10% du hash rate de Bitcoin au monde. C'est une actualité majeure dans le sens où c'est le début d'une capitulation des mineurs de Bitcoin, tant attendue par le marché et par les investisseurs, et qui symbolise un éventuel bottom sur le cours du Bitcoin et donc un potentiel début de rebond haussier pour le marché des crypto-monnaies. Pour revenir sur notre affaire, cette décision elle n'est pas forcément surprenante puisque Core Scientific avait déjà prévenu de sa fragilité et d'une possibilité de faillite prochaine lors d'une déclaration qui date du 26 octobre dernier auprès de la SEC aux États-Unis. Et suite à cette première annonce, le cours de son action en bourse, le CORZ, C-O-R-Z, s'était déjà enfoncé dans une chute vertigineuse qui lui avait fait perdre près de 90% de sa valeur en l'espace de 2 semaines. Selon les informations qui ont été révélées à CNBC, Core Scientific serait en mesure de fournir des flux positifs de trésorerie, mais pas assez importants pour pouvoir rembourser ses nombreuses machines de minage de Bitcoin. En effet, Core Scientific, au même titre que de nombreux autres mineurs, avait investi massivement dans des machines de minage lors du rallye haussier de 2021 pour pouvoir maximiser leur hash rate, mais n'avait pas forcément prévu cette chute du cours du Bitcoin à laquelle on est en train d'assister actuellement. En effet, pour estimer la rentabilité d'une entreprise qui évolue dans le secteur d'activité du minage de Bitcoin, il faut se pencher sur 4 facteurs. Dans un premier temps, sa capacité de minage, sa puissance de calcul, le nombre de machines de minage de Bitcoin dont elle dispose. Dans un second temps, la difficulté de minage sur le réseau Bitcoin, autrement dit le hash rate, qui est actuellement à ses plus hauts historiques, autrement dit, il est de plus en plus difficile de miner du Bitcoin. En troisième point, le cours du Bitcoin qui lui est assez plus bas, ou du moins qui est en recul de 70%. Et puis dans un dernier temps, en quatrième point, c'est le coût de l'énergie. Et actuellement, on le sait, le prix de l'électricité a explosé suite notamment à l'inflation et au conflit russo-ukrainien. Autrement dit, ce que cela signifie, c'est que les mineurs se retrouvent moins récompensés pour leur activité puisque le prix du Bitcoin diminue, mais d'un autre côté, les charges de fonctionnement s'alourdissent puisque le coût de l'électricité augmente. Et si on ajoute à ça le fait qu'il y a de plus en plus de compétition entre les entreprises de minage de Bitcoin puisque la difficulté de minage sur le réseau augmente, eh bien actuellement les entreprises qui évoluent dans le secteur du minage de Bitcoin sont mis à rude épreuve. C'est d'ailleurs pour ça que Core Scientific n'est pas la seule société affectée, bien au contraire. Au mois de juillet dernier, Celsius Mining s'était également placé sous le chapitre 11 de la loi des États-Unis, rapidement rejointe par Compute North qui en a fait de même à la fin du mois de septembre. Et on termine avec une actualité un petit peu plus positive, il en faut quand même en cette fin d'année. Le géant du paiement Visa a annoncé sa collaboration avec les équipes derrière la blockchain Ethereum pour pouvoir développer un système d'automatisation de paiement et de transfert d'argent pour les portefeuilles auto-hébergés. Pour comprendre cette notion, je rappelle qu'un portefeuille est dit auto-hébergé lorsqu'il n'y a pas de tiers de confiance qui gère vos clés privées. C'est notamment le cas pour les portefeuilles numériques de type MetaMask ou encore les portefeuilles physiques comme Ledger. Pour revenir à notre actualité, imaginons que vous souhaitiez payer votre loyer à votre propriétaire tous les premiers du mois en Ether. Eh bien, à l'heure actuelle, si vous disposez d'un portefeuille MetaMask ou d'un portefeuille Ledger, il est littéralement impossible de le faire puisque ce sont des portefeuilles auto-hébergés et que par définition, il faut que le propriétaire de ce portefeuille, à savoir vous, validiez l'opération pour qu'elle soit opérée. Autrement dit, on perd l'idée de l'automatisation de ce paiement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la fondation Ethereum avait mis en suspens le développement de ce portefeuille puisqu'il y avait des discords entre les développeurs. Toujours est-il que Visa a donc récupéré ses travaux et relance le développement de ce portefeuille qui sera basé sur Starknet, qui est une solution de seconde couche de la blockchain Ethereum développée elle-même par la société Starkware. Voilà, on a fait le tour des principales actualités de cette semaine. Il y en avait évidemment, vous en doutez, beaucoup d'autres que vous pourrez retrouver quotidiennement sur le site internet de Cryptost. Je vais vous en mentionner quelques-unes, notamment une très importante pour la BNB Chain qui, cette année, a vu son nombre d'adresses uniques dépasser celui d'Ethereum en 2022. On a eu cette semaine une autre actualité très surprenante, la plateforme de trading de pair à pair Paxful qui a annoncé retirer l'Ether de sa marketplace. Alors la justification, c'est que le PDG était contre la transition d'Ethereum vers un consensus de type Proof of Stake et il cite « L'intégrité prime sur les profits ». Il y avait une autre actualité positive cette semaine, elle concerne Aztec Network qui a annoncé
sa levée de fonds de 100 millions de dollars qui serviront pour le développement de sa blockchain. Alors c'est une actualité relativement positive dans le sens où le marché des crypto-monnaies est actuellement au plus bas et qu'on continue de réussir à lever des fonds et des sommes aussi importantes. Et on apprenait également cette semaine que Voyageur Digital s'est fait racheter par Binance US, la filiale de Binance. Alors littéralement, la boucle est bouclée. On a toutes les principales actualités de l'année 2022 qui se retrouvent dans cette même actualité, puisque Voyageur Digital s'est déclaré en faillite à la suite de la chute de Three Arrows Capital, ce fonds spéculatif qui lui-même avait investi sur le Luna et l'UST de l'écosystème Terra qui s'est effondré pour rappel en mai dernier et Voyageur Digital devait être racheté par FTX et finalement FTX s'étant déclaré en faillite, il s'est fait racheter par Binance US, la filiale de Binance. La boucle est finalement bouclée. Voilà, c'en est tout pour cet épisode du Récap Crypto, j'espère qu'il vous aura plu. C'était le dernier épisode du Récap Crypto de l'année 2022. Donc je vous souhaite de passer des excellentes fêtes. Je vous dis évidemment à la semaine prochaine et à l'année prochaine pour un nouvel épisode du Récap Crypto.